Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous du Plus d'éléments avec bien sûr toute l'équipe, la meilleure. J'ai sélectionné les gens de la rédaction. Donc notre ami Rodolphe Carte, notre souverainiste, Oui, on s'est aperçu quand même qu'il fallait un souverainiste dans notre équipe. Il faut des quotas, on a des partout, quotas, donc, alors je suis le quota souverainiste. Voilà. Mais bon, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ils apprécient pas beaucoup. Heureusement, on a notre ami Daoud Boghazala, Anthony Marinier et un petit nouveau, François Devoyer. Bonjour. Bien content de vous retrouver dans cette émission et bien sûr vous retrouverez, je pense dans 2 ou 3 mois, notre ami François Bousquet qui est pour l'instant en plein travail pour un nouveau livre. Alors en parlant de livre, parce qu'autrement je vais oublier, je crois que Rodolphe, vous avez un livre en préparation qui va sortir. Oui, sur le mouvement des Nicolas qui pêchent. Eh ben voilà, parce qu'on va en parler. Et si on est tous réunis, c'est autour de ce magnifique numéro que vous pouvez voir là, je pense qu'il va passer à l'écran, avec sur la couverture notre ami Mathieu Boccoté, qui, François Bousquet a fait un magnifique portrait de lui. Et on a un dossier, et Rodolphe, c'est vous qui allez nous présenter ce dossier. On parle de l'État. L'État, mère protectrice ou père abusif, il faut choisir. Et ce dossier a été dirigé par notre ami suisse David Lépée. On a pris quelqu'un de neutre, comme ça on était sûr qu'on allait à l'équilibre. Mais Rodolphe, présentez-nous rapidement ce dossier et pourquoi l'État... Oui, il est assez exhaustif. On retrouve un article pour commencer de notre cher Guillaume Travers sur justement penser l'État mais sans l'étatisme. Donc on a une opposition entre d'un côté l'État impersonnel, de l'autre côté l'État organique. Et Guillaume nous fait toute une généalogie, on va dire, de ces deux formes qui se sont concurrencées, qui se sont parfois combinées dans l'histoire européenne. Ensuite, on a un article d'Alain de Benoît, alors là, qui est assez scolaire, mais par contre qui repose, on va dire, les bases quand même théoriques de l'État sur lequel il faut le penser. Ensuite, un article donc de notre directeur du dossier, David Lépée, qui est intéressant parce qu'on s'est souvent cantonné sur une critique, on va dire, libérale-libertaire, notamment dans les colonnes de notre cher journal, de notre chère revue. Et là, justement, lui a essayé d'analyser cette bascule du libéral-libertaire au libéral-autoritaire. Donc, c'est intéressant de voir cette nouvelle synthèse qui émerge de plus en plus. Ensuite, on a un article de Werner Eric, alors toujours sur, on va dire, les thèses qui sont chères à Werner Eric. Et là, on retombe un peu sur les thèses, notamment de la narcotyrannie, où en haut, on a un pouvoir, justement, qui va taper, on va dire, le bon citoyen, tout en laissant s'organiser le chaos, notamment des trafiquants, etc., on va dire des criminels. Et on a un article aussi de Thomas Hentier, là, qui est très intéressant aussi, parce qu'on a, une approche, on va dire, du contrôle que va permettre dans les années à venir les nouvelles technologies et notamment l'IA. Et on passe, du maintien de l'ordre au pilotage des comportements pour revenir sur des thèses de biopolitique qui avaient été, par exemple, analysées par Michel Foucault il y a quelques années. Et enfin, on a un article de Xavier Aimant qui vient un peu conclure ce dossier assez complet pour le coup. Et là, Xavier Aimant nous dit justement, en tout cas nous met devant ce dilemme, est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, donc jeter l'État avec la critique de l'État qui est nécessaire. Et justement, Xavier a une approche un peu différente en disant qu'il faut conserver en tout cas un État parce que ça nous permet d'avoir une puissance macroscopique qui puisse s'opposer notamment à la logique du marché et aussi de nouvelles grandes sociétés internationales. Donc voilà, on a un article vraiment assez complet sur la notion d'État qui est une notion qui revient de plus en plus, notamment à travers des sujets comme par exemple Nicolas Quipet. Eh ben voilà, ça c'est la belle transition, mon cher Rodolphe. Merci pour cette présentation de dossier. Effectivement, cet État aujourd'hui, c'est le fameux Nicolas Quipet, ce même viral qui a fait les beaux jours d'Internet. François, vous avez annoncé que c'est un Nicolas Quipet, c'est un Nicolas qui sombre, c'est-à-dire. C'est-à-dire que c'est tragique pour cette génération de Nicolas. Alors Nicolas n'a pas été choisi par hasard. Nicolas permet une merveilleuse généralité. C'est-à-dire que nous permet d'entrevoir ce que vit la génération des actifs aujourd'hui. Nicolas, en moyenne, il a 37 ans. Le pic de naissance de Nicolas, c'était en 1980. C'est un prénom qui a été très donné entre la fin des années 60 et la fin des années 90. Donc c'est vraiment aujourd'hui la génération des actifs. Et c'est cette génération qui a connu une rupture anthropologique majeure, c'est-à-dire la fin des gains de
pouvoir d'achat. Jusqu'à la fin des années 60, on atteignait jusqu'à 5,7% par an de gains de pouvoir d'achat. On est tombé dans les 2% au début des années 2000 et depuis 2010, là c'est vraiment la chute, on est à 0,8% d'accroissement du pouvoir d'achat chaque année. C'est-à-dire quelque chose de dérisoire. En parallèle, c'est la génération des boomers, donc ceux qui sont nés pendant les 30 glorieuses. Grosso modo, leurs parents. Exactement, leurs parents qui accumulent. Et leur taux d'épargne est aujourd'hui de 25%, ce qui est colossal, alors que celui des trentenaires est de 2 fois moins élevé. Donc on a une génération pour qui le travail ne paie plus. On a une génération qui paie, elle, pour à la fois ces fameux Bernard et Chantal retraités sur leur croisière Costa, qui paie pour Karim assisté chômeur, voire délinquant. Donc ça, c'était bien sûr le même de notre ami Bouli Bouli qui a lancé ce concept en 2020, si je ne me trompe pas. Alors je crois qu'il avait été précédé par Sidounours, si on est exact dans la généalogie des Daoud, non, je connais pas. Ah pardon. Non, mais Daoud est déjà pardon. Et c'est merveilleux. Il faut reconnaître à Internet parfois et aux réseaux sociaux surtout, parfois de permettre de ressortir quelques réalités très bien résumées, très bien condensées. Et d'ailleurs, Cocorico, c'est un mème qui s'est ensuite oui, exactement. ouvert à l'étranger et on a des reprises à chaque fois dans par tous les chaque pays européens et peu à peu. Exactement, avec le pays, même. comme tu l'as mentionné, de l'époque justement, qu'est l'actif qui C'est ça. subit pour tout le monde. C'est ça. Et donc c'est Nicolas qui paie. Effectivement, c'est sur lui que pèse la majorité de l'imposition parce que Nicolas, il est plus souple et surtout il vote moins. Il vote moins que la génération de ses parents. 80% des boomers en 2022 se sont déplacés pour voter d'ailleurs massivement en faveur d'Emmanuel Macron et c'était à peine 60% pour les trentenaires, pour la génération entre 18 et 30 ans. Donc c'est un poids électoral important qui fait que les politiques n'osent pas équilibrer la charge fiscale. Vous l'avez vu dans le dernier budget, c'est fascinant. Tout ce qui avait été envisagé, indexation des retraites sur l'inflation, c'est-à-dire qu'on cesse à la fin de l'indexation, c'est-à-dire qu'on arrête de faire en sorte que les pensions de retraite suivent l'inflation. Eh bien ça a été abandonné. La fin de l'abattement, il y a un abattement hallucinant pour les retraités de 10% pour frais professionnels. C'est un abattement qui devrait être provisoire, qui a été institué, je crois, en 1977. Eh bien cet abattement, aucun politique n'ose le sortir, en finir avec cette aberration, parce que c'est une cohorte d'électeurs particulièrement puissante. Et donc on se retrouve avec Nicolas qui paie, effectivement la génération des boomers, elle, qui accumule. Et Nicolas, eh bien, il paie, mais il a du mal à sortir du système parce qu'il reçoit aussi beaucoup. Vous savez, la critique qu'il y avait eu à une époque, c'était de dire oui, votre Nicolas qui paie, c'est en fait c'est le type de droite dans toute sa splendeur. On est au-delà aujourd'hui. Aujourd'hui, on est au-delà. D'abord, les actifs votent assez massivement aujourd'hui pour Marine Le Pen, pour le Rassemblement national. Et effectivement, on a dépassé ce clivage, au point d'ailleurs d'en arriver à une situation où 27% des Nicolas veut quitter la France. C'est-à-dire qu'on a une explosion de la part de la population qui souhaite quitter le pays parce que matraqués fiscalement et parce que ayant le sentiment que leur travail ne leur rapporte rien. Et ça donne d'ailleurs, faut imaginer toutes les conséquences de la petite vie du petit Nicolas, c'est que comme il gagne peu avec son travail, il peut difficilement devenir propriétaire. Et une étude récente vient de démontrer que les locataires avaient moins tendance à concevoir la vie. C'est-à-dire qu'on a moins d'enfants. Quand on est locataire, on se projette moins, on dépense davantage, on épargne moins. C'est toute une manière d'envisager le monde qui se transforme. Ça nous renvoie au dernier dossier du numéro précédent, justement, sur la démographie. Moi, ce qui m'a intéressé, justement, dans ce mouvement des Nicolas qui paient, d'ailleurs, le titre de mon livre, c'est « Heures et malheurs de Nicolas ». Parce que, justement, je pensais, déjà, j'avais parié à l'époque que ça serait une révolution très vite avortée. On s'en est rendu compte. Aujourd'hui, le mouvement a complètement chuté. L'expression est beaucoup moins revenue, ou en tout cas est beaucoup moins reprise, parce que, justement, quand même, c'était une synthèse un peu originale, justement, du libéralisme et du conservatisme. En tout cas, les personnalités politiques qui s'en ont emparées, c'était souvent Sarah Knafo, Marion Maréchal. On sentait que c'était quand même
souvent repris par ce courant libéral-conservateur. Et moi, j'ai essayé de faire dans mon livre rapidement cette généalogie du mouvement libéral-conservateur qui, à mon avis, trouve sa source notamment dans l'orléanisme, parce que on passe justement à une gestion très, j'ai envie de dire, du petit épicier quelque part. D'ailleurs, tu le mentionnes, François, dans ton papier, surtout à la fin, c'est aussi un peu une mentalité d'épicier. On n'est pas dans une révolution civilisationnelle derrière un mouvement des Nicolas En plus, vers la fin, le Nicolas, il fraude aussi. C'est-à-dire qu'il commence à vouloir essayer de magouiller. Il margouline un peu. Il hein. s'arrange. On n'a pas le choix. Chacun va mentir un peu sur ses déclarations, va faire des notes de frais le samedi soir avec les copains, va acheter au noir un peu de pièces va un peu plus pour profiter faire son matelas. Exactement, va profiter du chômage, va bien s'arranger avec ses employeurs pour commencer son nouveau contrat afin de profiter au mieux des primes de reprise à l'emploi, je ne sais quoi. C'est terrible. On est condamné en fait à ces arrangements parce que quand vous atteignez 57,4%, je crois, de dépenses de pourcentage du PIB en dépenses publiques, eh bien en fait Nicolas paye, mais Nicolas reçoit aussi. Effectivement, il y a un ruissellement. Alors, ce que je dis à un moment, nous sommes tous, enfin cette génération d'actifs, nous sommes les poux et les puces d'un Léviathan qui est malade, qui est exsangue, qui nourrit mal, mais qui nourrit encore. Et il nourrit suffisamment pour que la révolution n'advienne pas. On n'a pas envie de renverser la table tant qu'on a encore un petit espoir de téter un peu du lait de notre État nounou. Bon, en tout cas, on vous le conseille. C'est une vraie bonne analyse du phénomène. Et puis bon, votre livre, hein, la prochaine fois. Hein. Oui, bien sûr, avec plaisir. Sorti pour quand Il est sorti très prochaine. Ça veut dire qu'il ne sait pas la date. Hein, non, normalement, c'est vraiment dans le mois. Ouais. Vous n'avez pas terminé votre livre. Vous êtes en retard sur votre... Alors nous, on va aller descendre un peu dans une catégorie. C'est cette France populaire. Ça va être le parallèle est quasiment impossible. On va parler de catch. Ouais. Hein, Anthony, il n'y a pas de transition possible. Sauf, je me demande si... alors, j'étais très étonné. Pour moi, le catch, c'était quand j'étais gamin, je voyais ces vieilles affiches dans le métro où il y avait encore des matchs de catch. Parce que moi, je suis vieux, c'est pour ça. Au cirque d'hiver, des trucs comme ça, etc. Mais c'était un truc de ringard. Enfin, moi, je ne voyais pas. Et vous m'avez dit, Anthony, qu'en fait, aujourd'hui, il y a eu 30 000 places qui ont été vendues pour un match de catch. La Défense Arena. Pour un show américain. Qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer dans l'analyse du catch ? Parce que déjà, dans Éléments, on aime bien sortir des sentiers battus et proposer des articles et des reportages non lus ailleurs. Et effectivement, faire un peu l'histoire et la sociologie du catch des années 50, où c'était vraiment l'heure de gloire de ce sport spectacle, jusqu'à aujourd'hui. Ça permet de retracer en fait toute l'évolution du divertissement populaire français. Et on se rend compte qu'effectivement, dans les années 50-60 jusqu'au tout début des années 70, c'est encore très populaire. Les salles, le cirque d'hiver ou l'Élysée-Montmartre sont remplis. C'est vraiment le sport populaire par excellence. Il est totalement ringardisé à la suite des années de mai 68, au cours des années 70. Mais dans les années 50-60, c'est encore un catch français. Il va revenir via la télévision et Canal+, dans les années 80-90. Mais alors là, ça prend pas du tout. Et le catch a cette image de ringard, beauf, très américain. Donc ça ne prend pas. Et on se retrouve aujourd'hui, il y a une dizaine d'années en fait, le catch revient sur la TNT, sur la chaîne NT1, via l'émission Catch Attack, qui est devenue vraiment culte. Et toute une nouvelle génération d'aujourd'hui de trentenaires, mais qui ont découvert le catch adolescent il y a 10-15 ans. En fait, à travers le catch américain. Oui, effectivement, vous avez raison de préciser. C'est à travers totalement le catch américain. Le catch français n'existe quasiment plus. Et toute la consommation et le divertissement de catch passe par le catch américain, qui génère aujourd'hui des milliards de dollars tous les ans. Ouais. Alors, pour la petite information, vous n'avez pas été capable de me répondre, mais vous savez que le catch avait été interdit sous Vichy. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors voilà. Quand l'émission va être sur YouTube, si quelqu'un est capable de nous répondre dans les commentaires, ça sera parfait parce que je ne sais pas pourquoi sous Vichy. Parce que c'est né vers quelles années Alors, ça date. C'est venu via le music hall américain au début du XXe siècle.
Comme j'ai dit, très, très populaire avec l'Ange Blanc, etc. dans les années 50-60. Il y a même des acteurs qui ont Lino Ventura était un catcheur. Ouais. Et des stars, André le Géant, il me semble, qui était un Grenoblois qui avait fait la bascule transatlantique et qui était devenu une véritable star, il me semble. Un des rares catcheurs français qui a pu s'exporter. Qui a fait carrière aux États-Unis. Oui, exactement. Ouais. C'était une superstar aux États-Unis, effectivement. Dans des combats cultes contre Hulk Hogan, notamment dans les. Alors, c'est un sport qui, quand même, le public était un public très populaire. Hein, oui, complètement. Que ce soit aux États-Unis ou même en France dans les années 50. Hein. Oui. Et ça l'est encore aujourd'hui. Il n'y a pas parce qu'il y avait ce côté, la boxe qui a été un sport très populaire en France. Il y avait quand même une bourgeoisie. Enfin, il y avait un côté très intellectuel avec la boxe dans les années 50, 60 et tout. Le catch, pas du tout. Non, c'est moins intellectuel, effectivement, peut-être. Ouais. Alors que c'est une fausse image, hein, parce que moi qui suis un grand amateur de catch, c'est à la fois des prouesses sportives incroyables, mais aussi des scénarios fous. Dans le papier, j'explique que c'est un peu les feux de l'amour pour les hommes. Et également une partie psychologie, etc. Enfin voilà, c'est pas le sport idiot, bourrin ou beauf qu'on peut croire. Alors, quand ils remplissent le stade Arena de 30 000 personnes, c'est avec des matchs américains. Ah oui, en fait, c'est la plus grosse fédération américaine de catch qui s'appelle la WWE. Qui vient en France, qui recommence à revenir en France, et donc ils ont rempli la Défense Arena de 30 000 personnes. Et pour la petite histoire, c'est la plus grosse recette de spectacle de l'histoire en France. Alors devant les spectacles de Taylor Swift ou les concerts, etc. Bon, écoutez, en tout cas là, il y a... Et alors, il y a un truc que j'ai appris, en fait, il y a comment vous faites partie des clans, vous êtes des méchants ou des gentils, etc. et tout. Il y a toujours cette opposition gentil, méchant, bien, mal. C'est un peu moins caricatural que dans les années 50. Ouais. Mais il y a toujours le gentil qui gagne ou le méchant qui gagne. Pas toujours. D'accord. Pas toujours, ouais. C'est là la surprise, donc le suspense reste complet. C'est incroyable. Et c'est pas toujours le gentil qui est le plus populaire. D'accord. Ok. Bon, écoutez. On va passer vraiment à autre chose. J'ai pas de. Pas de transition, toujours pas. J'ai pas de transition aujourd'hui. Daoud, on va passer. Alors, moi j'ai hésité, mais il y a en fait un article qui m'a passionné. C'est votre enquête que vous avez fait sur. Enfin, c'est pas vous, mais oui. Sur Mahomet. C'est inconnu. Alors, il n'est pas vraiment inconnu, Mahomet. Et je me suis aperçu qu'en fin de compte, grâce à votre article, on ne sait pas grand-chose de la vie de Mahomet. Alors, on ne sait pas grand-chose d'un point de vue historique, et a fortiori si le on que vous citez est un religieux qui va s'appuyer sur une biographie canonique qui est d'ailleurs remplie de contradictions, et il y a différentes versions islamiques de Mahomet. Alors évidemment, le titre est un clin d'œil à Alexis Carrel, mais je m'appuie sur le travail monumental qui a été fait par une cinquantaine d'historiens et d'islamologues dirigés par Mohamed Ali, Amir Moezi et John Tolan. Alors ça donne 2 gros volumes qui doivent être au total de 2500 pages quasiment, plus de 2000 pages aux éditions du Cerf, qui s'appelle Le Mahomet des historiens, qui est vraiment foisonnant. Enfin, c'est plus une histoire de représentation de Mahomet qu'une histoire de Mahomet, en fait, dont la biographie historique certaine, parce qu'on sait qu'il a existé, comme dit Amir Moezi, tiendrait à peu près sur 2 pages maximum. Hein. Tant même son nom, on l'appelle Abu Talib, même son nom est inconnu, en fait, son nom réel, hein, puisque Mohamed, c'est un attribut, hein, celui qui est loué, Mohammed, et même sa naissance à la Mecque est sujette à caution. En fait, ça tient quasiment sur un timbre-poste. À partir de là, en fait, plus on lit, c'est ce qu'il y a de frustrant dans cette lecture et de passionnant tout à la fois. Ce que j'écris, c'est un exercice d'humilité et de patience. C'est-à-dire que, en fait, plus vous lisez, moins vous en savez de manière certaine. Donc à la fin, ça devient un exercice d'historiographie où là, c'est passionnant. Vous demandez si l'islam, en fait, au départ, ce qui est devenu l'islam, avait vraiment vocation à devenir une nouvelle religion, ou si ça ne se voulait pas finalement
un culte messianique qui serait quasiment un prolongement du judaïsme. Hein. Les ponts sont très nombreux. Les inconnus, encore une fois, dans l'Arabie, si tant est que l'Arabie soit vraiment la patrie de naissance de l'islam, ce qui est a priori plutôt consensuel chez les historiens, encore qu'il y a une école révisionniste tout à fait passionnante depuis les années 70 qui ouvre des pistes nouvelles. Et quand vous décortiquez un peu le Coran, les hadiths, c'est-à-dire les dits et les faits prophétiques, vous voyez tout un tas d'épisodes bibliques, évidemment, qui viennent de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui supposent une culture biblique judéo-chrétienne très ancrée, puisque souvent ils sont rapportés soit de manière déformée, soit de manière allusive. Donc il faut bien comprendre de quoi on parle. Et vous voyez même des termes, même le terme même de Coran et pas à proprement parler arabe, il y a des racines syriaques, il y a des racines hébraïques. Et donc en fait, vous ouvrez devant tout un champ des possibles. Vous dites, et ça m'a surpris, qu'on ne sait pas pourquoi, qu'il n'y a eu aucune tombe, inscription graffiti islamique qui mentionne Mahomet avant la fin du 7e siècle. Mais parce qu'en fait, si on prend le 7e siècle, donc la mort de Mahomet et quelques décennies, un peu plus de 50, 70 ans, en fait, Mahomet n'a pas le rôle central qu'il a aujourd'hui pour la majorité des croyants musulmans. En fait, dans le Coran, Moïse, peut-être pas David, Moïse, Jésus est bien plus cité que Mahomet. Jésus a un rôle apocalyptique évident. Et en fait, ce qui explique très bien les historiens, et ça c'est un fait à peu près établi, c'est que c'est pour des nécessités politiques de l'heure, hein, à l'époque des Omeyyades, puis après à l'époque des Abbassides, que tel ou tel calife a voulu se réclamer de Mahomet comme figure centrale et consensuelle pour se battre contre telle faction musulmane concurrente, parce qu'à l'époque, il y avait énormément vraiment des guerres ouvertes, hein, dès la mort du prophète, pratiquement. Et donc, en fait, là aussi, ça interroge, en fait. La place de Mahomet, au départ, n'était pas celle qu'il a revêtue aujourd'hui, que ce soit chez les sunnites ou chez les chiites. Et pareil, il n'était pas forcément... Vous savez que la rédaction du Coran est postérieure de plusieurs décennies à sa mort, même un peu plus, au moins 150 ans, ce qui n'est pas sans poser d'énormes problèmes, hein, le fait qu'il n'y ait pas eu de transcription écrite immédiate. La biographie, ce qu'on appelle la sira à peu près générale du prophète, et là aussi... elle est très postérieure, d'autant que la première vraie biographie constituée, on l'a perdue, on n'en a plus qu'une grosse recension. Donc en fait, vous avez des versions extrêmement contradictoires suivant que vous voulez présenter un Mahomet assoiffé de sang qui va être un chef de guerre. Alors ça va être la version des djihadistes. Un Mahomet un peu plein de mansuétude. Un Mahomet fidèle à sa femme Khadija, qui était plus âgée que lui pendant 20 ans. Un Mahomet qui ensuite va avoir une espèce de harem avec des concubines, des femmes innombrables, etc. Est-ce qu'il sait même une notion qui revient beaucoup chez les critiques de l'islam, qui est plus qu'une anecdote, hein, puisque même dans certains pays, ça aboutit à ce que le mariage des petites filles soit autorisé. Est-ce qu'il a épousé vraiment Aïcha à 9 ans? Les versions divergent. Hein, je ne vais pas faire un jeu de mots à Pierre Desproges. Et donc là aussi, en fait, plus vous lisez, en fait, à la fin, j'ai failli citer Jean Gabin dans le papier. À la fin, je sais que je ne sais rien ou pas grand-chose. Ça rejoint un peu quand on sort du livre d'Alain de Benoît sur Jésus. C'est-à-dire des personnes comme ça, c'est plus on lit sur la personne, moins on a de certitude. Est-ce que c'est le cas dans la communauté religieuse ou alors c'est simplement chez les historiens? Qu'est-ce que vous appelez la communauté religieuse, c'est-à-dire ceux qui font les prêches, etc. Ah oui, sont-ils sur cette histoire de Mahomet ou alors eux, non. Alors eux, entre eux, ils vont diverger, même s'ils auront des points d'accord, mais eux, ils vont vous expliquer, non, on a des sources très fiables. Un tel, ce qu'on appelle avec les chaînes de transmission, un tel a rapporté d'un tel qui est une source très fiable, donc ce qu'on appelle les isnad en arabe. Mais en fait, ce que j'explique dans l'article, c'est que c'est pas du tout scientifique. On va pas leur en vouloir, hein, c'est religieux, mais c'est-à-dire que vous pouvez déjà vous tromper de bonne foi, et puis
puis, in fine, il y a une demi-douzaine de sources à la fin. Pour prendre un exemple beaucoup plus trivial de l'actualité que ces dernières années, vous avez eu l'affaire du pont de Ligonnès où, effectivement, toute la presse française audiovisuelle s'est enfoncée dans le fait qu'on avait reconnu un faux du pont de Ligonnès. À la fin, tout le monde, c'est un loupé historique du journalisme. À la fin, tout le monde a vu qu'il y avait une source centrale qui s'était trompée, que tout le monde a recopié. Donc, finalement, il y a très peu de choses avérées du point de vue historique. Ce travail n'avait jamais été fait avant ? Il n'y avait jamais eu un travail aussi approfondi que ça ? Aussi, de manière collégiale, non. Après, évidemment, ça date pas d'hier. L'histoire moderne, elle date du 19e siècle. L'islamologie s'est beaucoup développée. D'ailleurs, dans des pays comme l'Allemagne, puisque dans le monde musulman, c'est beaucoup plus compliqué, puisque avec la sacralisation de Mahomet, qui a abouti à certains drames qu'on connaît ici, évidemment, c'est une question taboue. Ça ne veut pas dire que certains n'y sont pas frottés, à leurs risques et périls. Mais, et là aussi, j'ai failli en parler, mais il y a 1001 sujets là-dessus. C'est une des vertus de l'orientalisme, c'est que ça a ouvert des débats dans le monde musulman, quoi qu'en dise Edouard Saïd, et permis, par exemple, il y a Ella Wardi, qui est une professeure de littérature en Tunisie, dont je vous invite à lire l'article dans le Mahomet des Historiens, qui est extrêmement courageux, qui soulève des points, que ce soit le chef de guerre, que ce soit les mariages éventuels avec une petite fille, qui soulève des points extrêmement tabous. Et quand on vit dans un pays musulman à 99%, c'est très courageux. Bon, mais très bien. En tout cas, nous, ça nous a passionnés. Oui. Si je peux poser une question à Daoud. Rapide, mais vas-y. Non, mais je me demandais, est-ce que ça vous a éclairé sur la rapidité avec laquelle l'islam s'est développé et a pu conquérir une grande partie du monde romain ? Alors, c'est une bonne question. Alors, en fait... c'est toujours facile d'expliquer les choses a posteriori, mais il y a un point d'accord, à peu près un des rares points de consensus entre les historiens, c'est que juste avant, l'islam est apparu dans un contexte d'attente eschatologique. C'est-à-dire que, vous savez, par exemple... à Jérusalem, les Juifs vivaient sous le joug byzantin. Il y a eu énormément de, entre guillemets, faux prophètes. C'est pas à moi de les qualifier comme tels. Des gens qui se présentaient comme le Messie. Les Juifs attendaient d'être délivrés. Et d'ailleurs, une grande partie d'entre eux ont vécu l'avènement de l'islam comme une sorte de libération potentielle, ce qui est rétrospectivement peut paraître paradoxal aujourd'hui avec toutes les guerres qu'on connaît dans cette région-là. Mais effectivement, il y avait une attente, donc un contexte favorable. Après, on n'a pas beaucoup de temps. Non, on n'a pas beaucoup de temps, voilà. Je vous invite... Je suis désolé, là, je frustre tout le monde, mais je pense qu'on y reviendra sans problème, et je suis sûr que Daoud, à TVL, on va vous réinviter sur ce sujet qui est passionnant. Voilà, nous, on se retrouve le mois prochain pour cette année-là, et bonjour chez vous.